Eh bien, retour sur ce plateau avec mes débatteurs à ma gauche. Oumar Adéandiou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Hector, bonjour chers téléspectateurs. À ma droite, c'est bien Hugues Hector Sogo, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Oumar, bonjour également à nos téléspectateurs. Vous êtes en bleu ce matin, comme moi. Oui, vous savez, notre nation se retrouve pratiquement en deuil et puis nous sommes tous touchés par ce départ tragique de notre ministre et donc par conséquent nous partageons avec les proches, à sa famille, nous partageons avec les membres du gouvernement ces moments de deuil. Ces moments de deuil, oui. Hier nuit, vous avez été la première personne à m'appeler pour donc m'annoncer cette nouvelle. Elle était fraîche, elle venait de tomber. On a été pratiquement les premières personnes à être informées avant que cette nouvelle n'inonde les différentes plateformes. Certainement, toute la nuit, vous avez essayé de lire un peu les informations, tout ce que disent certaines personnes sur les plateformes et autres. Mais ce énième accident qui arrive sur nos routes pose plusieurs problèmes. Hugues Hector Sogo, ça pose plusieurs problèmes parce que ce n'est pas pour la première fois que des Béninois décèdent sur nos routes. Oui, ça, c'est chaque semaine, mais quand on perd comme ça un ministre de la République, alors qu'on sait que, par exemple, l'ancien ministre Ahmed Akobi est décédé dans un accident de route vers Basila, quand on sait que le ministre Benoît Degla également a été victime d'un accident de route en plein jour, en se rendant donc au centre du Bénin. Voilà des situations. Tout récemment, il y a un député dont la voiture a fait tonneau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fait un accident sur la route. Je vais me rappeler bien sûr de son nom, un député dont le véhicule a été cabossé sur la route également à hauteur de Achérigbe, un peu avant Achérigbe. Et donc, je vais me rappeler de son nom tout à l'heure. Donc, c'est des cas qui arrivent. Comment expliquez-vous véritablement les probables causes de ces drames sur nos routes? D'abord, je commence par demander à la providence divine d'accorder le repos éternel à l'âme de notre très cher ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kabikwaro, parce qu'il ne méritait pas cette mort. Il ne méritait pas cette mort. Partir de manière tragique, telle qu'on a vu les images, je me dis, on aurait pu l'éviter. Même si c'était une question de destin, on aurait pu l'éviter. Et je vais partir de certains éléments précis pour que nous puissions ensemble comprendre que quelque part, nous portons la responsabilité de ce qui se passe dans les cas d'accident. Je commence par les gros porteurs, les titans, les camions, qui se retrouvent le long de la chaussée, qui manquent de mettre des panneaux de signalisation en vue de faire comprendre aux autres conducteurs de la voie qu'il y a en réalité un véhicule qui est positionné devant eux. Vous savez, pour la plupart du temps, nos différentes routes ne sont pas si éclairées que ça. Donc on a déjà un problème d'éclairage public. Et quand dans cet environnement-là, vous avez des camions qui stationnent le long de la chaussée et vous n'avez pas du tout de panneaux de signalisation qui vous permettent de savoir qu'il y a devant vous peut-être à 100 mètres, à 150 mètres, à 200 mètres des camions, si vous étiez peut-être en train de faire de la vitesse, vous allez vous retrouver nez à nez.
vous posez ainsi directement un autre problème qui est la vitesse sur nos routes. Oui, je parle donc effectivement d'un autre problème qui est la vitesse sur nos routes. Vous savez, quand les autorités se retrouvent dans des véhicules, c'est souvent pour se rendre à un endroit précis, mais en un laps de temps. Et donc, les chauffeurs ne prennent plus la juste mesure de l'acte à poser. Quand ils se retrouvent devant leur volant, c'est de la vitesse. En ce moment, le patron est peut-être en train de dormir parce qu'il a déjà assez travaillé. Le garde de corps qui est à côté du chauffeur se retrouve aussi peut-être épuisé. Et donc, il est en train de somnoler. Il n'a plus la présence d'esprit de dire de temps à autre au chauffeur, attention, tu es en train de faire trop de vitesse. C'est un excès de vitesse là. Vas-y à une vitesse donnée. N'excède pas au-delà de tel kilomètre/heure, par exemple, de vitesse. Et donc, personne n'est là pour conscientiser le chauffeur. Or, c'est lui qui détient pratiquement toute votre vie en ce moment-là. Ça devient légion et ça fait une perte énorme pour notre République. Vous l'aviez rappelé tout à l'heure, vous avez parlé du cas de l'ancien ministre Akobi, Ahmed Akobi, à Bassila. Oui. On se rappelle, chaque année, les populations de Bassila organisent des activités en sa mémoire. Ça voudrait dire que, quelque part, il a été un fils qui a énormément apporté à sa communauté. Ça fait plus d'une dizaine d'années, mais pourtant, chaque année, les gens continuent de se rappeler de lui, bien qu'il soit parti par une mort tragique. En dehors de lui, vous avez parlé tout à l'heure du cas du ministre Benoît Degla. On était le 31 janvier 2015, où il s'est retrouvé à la limite dans une situation qui lui aurait coûté pratiquement la vie. Et les mêmes scénarios, toujours avec des camions. Et à aucun moment dans notre République, en fait, là où ça choque, c'est qu'à aucun moment, on ne nous dit pas à qui ces camions-là appartiennent. Ça va rester sous silence. Demain, vous verrez encore... La police fait son travail. Et c'est à la police de savoir à qui appartiennent ces camions. Et vous évoquez des cas, mais je vais profiter pour évoquer, avant de recevoir Laurent Roland-Toniquès qui est déjà en ligne, je vais profiter pour parler de ce cas-là, de nos confrères de la télévision nationale, Jérôme Azagoun, qui revenait d'un reportage, je crois, à Kandi, et ils ont retrouvé la mort en route face à un camion stationné sur la route. Et c'est comme ça qu'ils sont passés de vie à trépas. Ces cas-là, on peut les évoquer. Il y a le cas de Yamoundé Kérékou, le fils de l'ancien ministre. Devant l'université d'Abomey Calavi. Kérékou, devant l'université d'Abomey Calavi. Tout ça aussi avec des camions. Ouma Adéanjou, en quelques mots, parce que Laurent Roland est en ligne. Laurent Roland-Toniquès, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Bonjour Ouma Adéanjou. Bonjour Hugues Hector Zogo et bonjour aux amis internautes et téléspectateurs qui nous suivent en seconde. Merci. Bonjour Roland. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. C'est vrai qu'on vous a peut-être un peu surpris, on a bousculé vos programmes, mais j'ai jugé bon qu'on vous appelle, puisque ce jour vous n'êtes pas au plateau, mais on a la possibilité de vous faire intervenir par téléphone. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, Laurent Roland-Toniquès, et qu'est-ce que cela soulève encore comme problème, je vais dire? Merci Maurice Agua, c'est vrai, j'avoue que c'est une surprise pour moi que vous décidiez que j'intervienne dans l'émission ce matin. Il faut dire que de toute la nuit, j'avoue que je n'ai pas dormi parce que le ministre Yves Chavi-Kouaro, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance quand même de rencontrer, avec qui j'ai échangé. Cela remonte à août 2023, au cours d'un anniversaire d'une personne qu'il connaissait très bien, que je connais aussi également.
Et la mise en contact avait été faite. Et donc, je l'ai appelé 2 fois parce qu'il me donnait son contact. Et il me demandait de l'appeler, ce que je n'ai jamais fait. Et cet homme passé, pardon, je l'ai vu venir chez cette dame acheter des fournitures. Et je peux vous assurer que ce qui m'a le plus touché, c'est que au cours de la rentrée qui a commencé, il a déplacé un de ses neveux vers Cotonou, dont il a pris la charge. Et il était venu acheter les fournitures pour cet enfant-là. Et donc, quand j'ai appris son décès hier, c'est d'abord à cet enfant que j'ai pensé automatiquement ce que ça pouvait être pour cet enfant. Et après, en décembre dernier, je crois, autour de la fête de Noël, je l'ai vu également venir là, chez la même personne, acheter des jouets pour ses enfants. On a échangé, il me disait, mais Monsieur Laurent, mais vous ne m'appelez pas, je vous ai dit de me rappeler le passé, vous n'êtes pas passé. Et donc, quand je revisite tout ce moment que nous avons passé ensemble, en tout cas, ce moment de discussion, j'ai vraiment mal au cœur de voir quelqu'un de très sympathique. Vous savez, il y a ceux-là que le pouvoir enivre. Mais Yves Chabi-Kwaro est resté digne, un homme que le pouvoir n'a pas enivré. C'est-à-dire que vous le voyez, il est sympa. Et tous ceux qui l'ont côtoyé vous diront que c'est une très belle âme que nous avons perdue. Alors, ceci étant, quand je regarde les conditions dans lesquelles il est décédé, j'avoue que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur pour sa famille, pour le peuple béninois. Et cette affaire de camion stationné sans panneau, sans indication, sans rien, c'est un problème récurrent sur nos axes routiers. On en a parlé. Hier encore, on parlait de l'excès de vitesse au plateau. Vous imaginez, parfois quand il y a des véhicules qui sont stationnés au milieu de la voie, sans aucune indication, vous êtes surpris à tout moment et vous rentrez dedans, vous perdez la vie. Je crois que Hugues Zogo parlait de Montant-Kérékou, qui a eu le même problème devant le campus. Et les cas, il y en a tellement au Bénin. Ça, c'est parce que c'est des personnalités que nous en parlons comme ça. Les citoyens ordinaires qui perdent la vie dans de tels dégâts, je vous assure, on ne peut pas compter. Et cela soulève la question du contrôle routier au quotidien, c'est-à-dire sur tous nos axes. Et c'est pour ça que je voulais interpeller la police républicaine. Je dis, les caméras piétons là, ce n'est pas qu'à Cotonou qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas seulement à Boncaï qu'il faut mettre en place. Il faut que nous ayons régulièrement des policiers sur ces axes-là pour faire ce que j'appelle la patrouille. La patrouille. Parce que regardez, le ministre était dans sa voiture, avec son épouse. Vous imaginez, si la dame, que Dieu la préserve, mais si la dame rendait aussi l'âme, regardez ce que deviendraient ses amis, ses enfants, pardon, les enfants. Parce qu'on dira, oui, l'État va prendre en charge. L'État va prendre en charge jusqu'à quand? Si le président Patrice Talon n'est plus au pouvoir, est-ce que notre gouvernement viendra prendre en charge les enfants? Donc, autant de choses, et c'est du fait de notre incivisme, sur les axes routiers que les gens perdent la vie aussi banalement. Je voudrais en appeler à la responsabilité de chacun de nous. Nous-mêmes qui sommes au volant parfois, nous-mêmes qui sommes sur nos motos parfois, nous-mêmes qui, quand nous avons une panne, nous stationnons au milieu de la voie, qu'est-ce que nous faisons pour préserver la vie des autres? Parce que ce camionneur, celui qui a garé ce camion maintenant, est en vie. Mais malheureusement, nous avons 4 âmes en difficulté. D'abord 2 qui sont passées via Trépas et 2, Dieu seul sait comment ça va se passer, mais nous leur envoyons toutes les vibrations positives. C'est beaucoup de peine pour moi, mourir à Gouane. Franchement, beaucoup de peine. Merci beaucoup, Laurent Roland-Tonné-Ikesse, pour cette intervention. Merci infiniment. Nous vous souhaitons bonne journée. Merci de continuer par nous suivre depuis votre position, Laurent Roland-Tonné-Ikesse. Omar Anjou, vous avez suivi Hugues Zogo, vous avez suivi Laurent Roland-Tonné-Ikesse. Quelle est votre appréciation de la situation? Je pense que l'essentiel a été dit déjà par les 2 confrères qui ont parlé avant moi. Mais face à la fatalité qu'est la mort et le tragique décès du ministre Yves Chabi-Kwaro, je pense qu'il y a des leçons que nous devons tirer. Je pense que les principales leçons, c'est déjà ce que les 2 amis ont dit, beaucoup plus de sécurité sur nos voies, et ça relève donc de la responsabilité de tout le monde. Et le ministre Chabi-Kwaro qui part, Laurent en a parlé, moi je ne le connais pas personnellement, mais pour le peu que je vois à la télé, pour le peu que je vois lorsqu'il y a des rencontres au ministère où les journalistes doivent passer,
C'est un monsieur plutôt, je vais dire, plutôt calme. C'est l'un des plus calmes, donc parmi les ministres, très rigoureux, simple. Et vous voyez, c'est celui-là que la mort choisit de prendre. C'est la preuve que la mort, face à la mort, nous sommes tous égaux. Première leçon. Nous sommes tous égaux et c'est vraiment devant le seul principe devant lequel nous sommes véritablement égaux. Souvent on dit sur nos plateaux, devant la loi, tous les citoyens sont égaux, mais croyez-moi, selon votre rang social, selon votre niveau, selon le niveau que vous occupez dans la hiérarchie, et que ce soit dans la société, que ce soit dans une entreprise publique ou privée, vous avez droit à des avantages, même face à la loi quelquefois. Des gens qui sont en prison, qui ont un peu de moyens, ils s'en sortent. Mais devant la mort, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous les mêmes. La mort ne connaît pas de pauvres, la mort ne connaît pas de riches, la mort ne connaît pas de ministres, la preuve ce matin. La mort ne connaît pas d'enfants, la mort ne connaît pas de vieillards. Quand la mort frappe, elle frappe et cela reste donc une fatalité. On n'a rien face à cela et c'est la plus grande leçon de la vie. Les plus spiritualistes vont me regarder ce matin et vont dire oui, il a compris quelque chose. Oui, il y a quelque chose que nous devons comprendre là. C'est l'ultime leçon de la vie, la mort. Pour celui qui part, parce que nous tous, notre quête ici, dans ce bas monde-là, en tout cas pour ceux qui croient en Dieu, il y a l'au-delà qui compte également. On se dit, ah, comment est-ce que je serai dans l'au-delà? Donc cette vérité, il l'a déjà vue. L'ultime leçon de la vie, il la connaît désormais. Et nous également, nous qui sommes vivants, nous voyons également l'ultime leçon de la vie. Nous devons être humbles, nous devons être dignes, nous devons rester le plus humble possible parce qu'à un moment, nous allons nous retrouver 6 pieds sous terre et donc la mort, c'est cette leçon-là de la vie que nous devons tirer. Pas de ministre aujourd'hui, pas de, comment on appelle, face à la mort. C'est tragique, c'est difficile à accepter. Voilà donc ce que nous devons tirer au-delà de tout ce que les amis ont dit, la circulation, les camions qui garent. Moi, je pense que ça aussi, c'est essentiel. En tout cas, moi, en tant que musulman, quand je me réveille le matin pour faire ma prière, c'est la première des choses à laquelle je pense comment mon au-delà sera. Je pense que c'est le moment pour chacun de nous de penser à cela. Et à tous ceux qui nous dirigent de savoir raison garder et de garder leur humilité. Parce que la mort ne préviendra pas. Je suis désolé d'être aussi, je vais dire, triste ou lugubre, je ne sais pas, mais je pense que c'est des leçons que nous devons tirer à chaque fois que l'un d'entre nous part. Et celui qui part encore, c'est l'un des meilleurs d'entre nous. Ne devient pas ministre qui veut, il faut en avoir la compétence. Donc, vous voyez le parcours de la personnalité, mais face à la mort n'a pas de choix. La mort ne regarde pas tes compétences. Quand ça arrive, quand ton heure sonne, tu pars. Et ça, nous devons tous le garder en tête. Et je pense que c'est cela qui va nous permettre de faire notre travail sur terre ici, comme cela se doit, pour la République, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos collectivités, pour notre peuple, pour nos populations, pour tous ceux qui croient en nous. Chacun à son niveau doit pouvoir faire son travail comme cela se doit, parce qu'il restera de toi ce que tu auras fait après ton départ. Aujourd'hui, on parle de Chabi Kwaro. Regardez ce que Laurent dit. C'est tout simplement élogieux. Donc, c'est comme ça que nous devons travailler, c'est comme ça que nous devons prendre les choses, parce que la mort révèle ce que nous sommes à la fin également. Je passe, bon, si elle a fait du bien sur la terre, et je pense quand même que ce ministre, quand on le nommait, il y a 3 ans, 8 mois, 26 jours exactement, avant son décès, nous avons entendu comment les cadres de son ministère, les enseignants étaient d'accord pour cette nomination. Il disait que c'était l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut, un cadre émérite, un cadre qui connaît son travail et que le président de la République avait fait un excellent casting en le nommant à son poste. Et je pense que depuis 3 ans, vous avez vu que tout se passe bien dans la quiétude, dans la sérénité, et on voit quand même que c'est effectivement quelqu'un qui connaît la maison qui était donc à la manette. Malheureusement, oui,
vous Oui, je demandez voulais la juste parole. ajouter un petit mot par rapport au fait qu'il tombe véritablement les armes à la main, parce qu'il partait pour une activité qui, moi, personnellement, me tient à cœur. C'est une activité qui est liée à nos langues maternelles. Oui, à l'alphabétisation, il n'y a pas la journée plus, de l'alphabétisation. vous voyez un peu, donc c'est le combat, il menait le bon combat, on va dire, et c'est au combat qu'il tombe, un combat qui nous tient tous à cœur. Parler nos langues. Regardez aujourd'hui, quelle est la langue que nous parlons sur ce plateau aujourd'hui? C'est une langue étrangère, même si c'est notre langue officielle aujourd'hui au Bénin, c'est une langue étrangère. On aurait pu faire ce journée, comment on appelle, cette analyse-là en Fongbe. Et je ne suis pas sûr. Même si vous avez un Fongbe bancal. Voilà. Vous voyez, déjà, vous me dites que j'ai un Fongbe bancal. C'est la preuve que on va s'y essayer tout à l'heure, puisque le ministre a souhaité qu'on parle au moins une minute dans nos langues. On va s'y essayer tout à l'heure. Et on verra si je suis en train de mentir. À moins que nous le fassions en Yoruba, le Fongbe, je vous le concède, c'est bancal. Donc, il est tombé vraiment les armes à la main et c'est quelqu'un que nous devons, je ne sais pas, au-delà de tout ce qu'il y a à faire sur le plan, et je vais dire, public, enfin, sur le plan étatique, c'est-à-dire les honneurs qu'on leur donne. Et lorsque la mort intervient à cette période-là, au moment où ils sont en action pour l'État, au-delà de tout ce qu'on va lui faire comme honneur, je pense que chacun de nous doit pouvoir le porter dans son cœur, avoir des pensées pieuses pour lui, prier le Seigneur pour lui afin qu'il lui réserve une bonne place dans l'au-delà, on va dire. Oui. Alors, je me retourne vers vous, Hugues Hector Zogo. Vous avez évoqué deux problèmes, les stationnements anarchiques de ces camions sur nos routes, la vitesse sur nos routes, mais il y a un autre cas, l'éclairage public. Mais avant d'en venir, quand vous parlez de la vitesse, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter certains chauffeurs de ces véhicules d'État, de ces ministres parler entre eux, de ces autorités parler entre eux. Parce que nous, notre devoir, c'est aussi ça. C'est quand nous avons l'occasion d'être sur ces plateaux-là qu'il faut éveiller nos personnalités, qu'il faut donc attirer leur attention sur certains faits. Parce que moi, j'ai déjà entendu un chauffeur dire entre des amis que quand il regarde dans le rétroviseur et que son patron dort sur la route, quand il veut la mener à Parakou, et que c'est en ce moment qu'il met le pied sur l'accélérateur. Et il regarde dans le rétroviseur quand le patron est en train de dormir, que là, il met le pied sur l'accélérateur. Et en ce moment, quand le patron se réveille, il dit, on est où ici? Et il dit la ville, le patron, ah, déjà? Et que lui-même, il est content. Et quand on met le pied sur l'accélérateur, cela pose un problème de la vitesse que ces chauffeurs-là font sur nos routes. Et je vais un peu plus loin, puisque ce matin au réveil, j'ai écouté un audio dans un groupe qui disait, le monsieur disait que hier, il était sur la route vers Parakou. Et qu'à un moment donné, il a vu un véhicule le dépasser à vive allure. Et il a dit, quoi? Mais où va cette voiture? Qu'il ne savait pas que c'était dans cette voiture que le ministre était dans la voiture. Et que finalement, à 10 km de là où il était, quand il est arrivé, il a vu que le véhicule a fait un accident. Il a dit, ah, c'est la destination de ce véhicule, ça. Et que c'est en s'arrêtant qu'il a entendu les gens dire qu'il y avait le ministre à bord de ce véhicule. Et cela pose un problème, parce que s'il n'y a pas la vitesse, on pourrait peut-être, on n'en serait pas là. Parce qu'il expliquait que c'est un véhicule qui venait, sur les images, vous allez le voir, le camion est stationné sur la route, sans signalisation, mais un autre véhicule venait en face. Et lorsque vous êtes en pleine vitesse et que cela vous surprend, pour éviter le véhicule, vous vous donnez au camion. Et je pense que cela pose un problème, n'est-ce pas, Hugues Hector Zogo? Vous avez entièrement raison. Ce n'est même pas une question relative exclusivement aux autorités politiques. Même les directeurs généraux de nos sociétés privées subissent pratiquement le même sort. Les particuliers, subissent le même sort avec nos chauffeurs. Je ne sais pas ce qui se passe
dans la tête de nos chauffeurs. Je m'excuse, ce n'est pas pour jeter du tort aux chauffeurs. Ce n'est pas non pour plus, les crucifier ce matin, mais c'est une vérité. Eux-mêmes savent que nous parlons, nous disons ce qui est vrai. Quand nous prenons d'abord les chauffeurs de nos véhicules administratifs, en l'occurrence ceux qui conduisent, que ce soit les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux de nos ministères, le ministre, pour la plupart, ils pensent qu'ils sont des super chauffeurs. Je m'excuse de le dire de cette manière-là, mais ils pensent qu'ils sont des super chauffeurs. Ils pensent qu'ils ont quelque chose de plus qu'un chauffeur que je qualifierais de chauffeur ordinaire. Et lui, toutes les fois où il se met dans son véhicule, il se retrouve devant son volant, il pense que la voie lui est libre. Il peut s'amuser sur la voie. Parce que d'abord, les véhicules qu'ils ont sont de grosses voitures. Et donc, par conséquent... Des véhicules sécurisés, on peut le dire. À la limite. De grosses cylindrées. À la limite. Et donc, il pense qu'avec la présence du garde-corps de son patron à côté, que personne ne peut l'arrêter sur la voie. Au moment où... Sans savoir que la mort peut les arrêter. Au moment où vous et moi, en train de conduire, nous avons le gendarme dans la tête pour nous dire attention, on risque de nous retrouver avec le système radar sur la route. Lui, dans sa tête, rien de tout ça ne le traverse. Pour lui, c'est y aller vite et démontrer qu'il a peut-être fait 4 heures de route, de trajet, de Cotonou à Parakou. C'est ça qui est en fait l'exploit, dont il parlera demain quand il reviendra sur Cotonou. Entre collègues. Ils ont toujours ces moments. Parce qu'ils vont se retrouver peut-être à la pause, au moment où le ministre est en train de travailler dans son cabinet. Lui, il est avec ses chauffeurs. Ah, même hier, moi, j'ai fait 4 heures de route. Hein. Pour les 500 km, je n'ai fait que 4 heures. Et quand il le dit, il lance donc un défi à d'autres qui prochainement sur la route de Parakou qui vont pouvoir se dire, ah, si lui il a pu faire 4 heures, ça voudrait dire que c'est possible que je le fasse aussi. Mais le patron, qui est serviteur de la République, à qui la République a confié une mission, ce patron-là, peut-être sur le trajet, est en train de dormir parce qu'il n'a pas eu le temps matériel de suffisamment dormir la nuit. Et là où je voudrais aussi rebondir sur ce genre de drame, c'est la mission du garde de corps. Le garde de corps ne doit pas dormir. Ça... Il garde le corps, ou bien? Le garde de corps, une fois dans le véhicule, ne doit à aucun moment dormir. Parce que, qu'est-ce qui se passe aussi? Au moment où le patron est en train de dormir, le garde de corps, parfois... Le sommeil n'est pas, comment dire, ce n'est pas volontaire. À tout le monde ça peut arriver à tout le monde. Ce matin que le garde du corps de M. Chabi Kouaro... Non, il parle de façon générale. En fait, il est en train de faire un appel. Je parle de façon... Que les gardes de corps ne dorment pas. Exactement. Parce que c'est à eux de... Le patron peut dormir, mais c'est à eux de... Généralement, celui qui est assis à la modération doit rester toujours éveillé et rester vigilant avec le chauffeur. C'est essentiel. Quand je dis que le garde de corps ne doit pas dormir... Il faut les inviter à rester éveillés aux côtés des chauffeurs. Quand je dis que le garde de corps ne doit pas dormir, ce n'est pas pour incriminer le garde de corps. Mais ce n'est pas par rapport à cet accident. Non, pas du tout. C'est pour appeler nos autorités aussi à mesurer la mission de ces acteurs-là. Parce que si le garde de corps doit se retrouver peut-être au bureau à partir de 6 heures, et ne va descendre qu'à 19h ou 20h. Ou peut-être à 20h, c'est en ce moment qu'on prend la route ou c'est peut-être à 20h. Remonter vers, je ne sais pas, vers un département. Et puis, vous savez aussi, parfois, il y a plusieurs gardes de corps pour le même patron, mais le patron préfère toujours se retrouver sur la route avec un qui a plus d'affinité que lui. Il faudrait que nos responsables politiques ou nos responsables administratifs
commence par se dire que tous les gardes-corps qu'on met à votre disposition sont là pour jouer la même mission. Donc, vous n'avez pas à choisir tel au détriment de tel. Parce qu'il y en a qui font ce choix-là. On sait très bien que l'autre est déjà passé en matinée peut-être et qu'il a l'après-midi pour se reposer. Mais on le préfère. Mais on le préfère. Et lui, il est content parce que quand le patron se déplace de cette manière avec lui, à la fin de la mission, on lui glisse une enveloppe. Il est content. Mais entre-temps, est-ce qu'il a eu toutes ses facultés en place pour faire le trajet? Là où on a laissé l'autre au bureau ou là où on l'a laissé à la maison, alors que c'est lui qui devrait faire la route. Peut-être à même de faire la route parce que lui s'est déjà reposé. Il s'est déjà reposé. Donc, il y a suffisamment de paramètres plusieurs facteurs sur lesquels il faut que nous puissions commencer par travailler. Oumar Anjou, oui, il a soulevé quelques problèmes. Je pense quand même qu'il va falloir un peu plus de vigilance à ces personnes-là qui sont dans les véhicules avec les patrons pour pouvoir appeler les chauffeurs à faire moins de vitesse. Moi, je connais des gens qui ne dorment jamais dans les véhicules. Je connais des patrons, quand ils rentrent dans le véhicule, ils ne dorment pas parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Parce qu'ils connaissent les chauffeurs. Quand on dort, là, on met le pied sur l'accélérateur. Et donc, ils sont là. Ils peuvent faire semblant de dormir. Attention, attention, il faut diminuer. Il faut diminuer. Ou bien quand le véhicule, il se rend, c'est les automatiques. Quand vous mettez le pied sur l'accélérateur, ça dit « Wouh !» Quand il entend ça, là, il dit « Pardon, diminuez-moi ça. » Non. Ne faites pas de vitesse. Mais je ne sais pas. Même si on va lentement, on peut aller là où l'on va, non? Effectivement, et c'est là où je vais rappeler l'adage qui dit, comment on appelle, rien ne sert de courir, l'essentiel est de partir à point. Qui va piano, va siano, qui va siano, va lentato. Voilà, donc rien ne sert de courir, l'essentiel est de partir à point. Qu'est-ce que nous devons retenir? C'est qu'il faut mieux organiser certainement ces rendez-vous. C'est vrai qu'au niveau de nos autorités, au niveau des ministres par exemple, l'agenda est suffisamment chargé, très chargé, de sorte qu'on finit une mission, on passe immédiatement à une autre mission. Et donc cela éprouve non seulement le ministre lui-même, les gardes du corps, les CVA, les chauffeurs de véhicules administratifs qui les conduisent, toutes ces personnes-là sont éprouvées par l'agenda très chargé donc, des autorités. Et moi, je pense que c'est peut-être parti de là déjà, et savoir qu'il faut bien s'organiser. Et comme je l'ai dit, l'amour ne choisit pas parce que, non, l'amour frappe, quand elle frappe, elle ne regarde pas le visage de quelqu'un, elle ne sait pas si tu es pauvre ou riche, elle ne sait pas si tu es autorité ou simple citoyen. Elle frappe quand elle doit frapper. Donc voilà un peu comment est-ce que moi je vois les choses. Maintenant, pour revenir à ce qui est des chauffeurs des véhicules administratifs, moi je dis qu'il faut faire très attention. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Il faut même quelquefois dire au patron, je pense qu'on sera en retard. C'est mieux que vous appeliez là-bas déjà maintenant pour leur dire reporter ça à 1 heure plus tard, reporter ça à 2 heures plus tard. Moi, je pense que ça, c'est de la responsabilité même des chauffeurs quelquefois. Il faut pouvoir le reconnaître. Et je vous assure, et quand vous êtes chauffeur et que vous arrivez à avoir de telles réactions, à un moment, quel que soit ce que l'autre dira, oui, moi, je fais 500 km en 4 heures, l'autre, non, on dira que non, je préfère celui qui est sage. Il a la capacité quelquefois de me dire, ah, attention, je pense qu'on ne pourra pas être à l'heure. Vu l'état de la voie, vu l'heure qu'il fait, vu si... Enfin, on rappelle donc toutes ces choses-là. Il y a certains patrons qui disent aux chauffeurs accélérer la réunion, accélérer. Voilà, le patron, lui, c'est-à-dire, comment on appelle, la mission qui est la sienne, prend le pas à ce moment-là sur donc, le fait d'être prudent. Voilà. Et donc, lui, il est dans cette logique-là. Il doit pouvoir arriver là-bas à l'heure. Vous voyez un peu? Et c'est cela, c'est nous-mêmes qui allons venir critiquer après, ici, sur ce plateau, pour dire, ah, le ministre est arrivé 15 minutes après, il est arrivé 2 heures après, tout ça. Donc, lui, il est conscient de tout cela. Donc, il met la pression à son chauffeur. C'est au chauffeur de rester lucide et de savoir que, ah, moi, je dois rester professionnel. Rien ne doit... C'est pas son... La vie, au-delà du ministre, lui... Le professionnalisme, c'est la vie. Voilà, la famille à la maison, les enfants sont là-bas. Au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça. Et chacun dans son rôle également. Le ministre, lui, il est bien pour organiser les choses. Pas forcément le ministre, le directeur général ou...
Oui, ça oui. peut être un autre Voilà, cadre de la République. l'autorité, lui, il est bien oui. pour autre chose. Il fait son travail à un autre niveau. Mais moi, en tant que chauffeur, je dois pouvoir connaître quelle est ma mission également. C'est de rester prudent également sur la voie. On va finir par l'éclairage public qui pose problème. Parce que lorsque il y a une zone telle qu'on l'a lu dans ce quotidien-là, qui nous a donné exactement le nom de l'endroit où s'est produit l'accident, et si les voies étaient suffisamment éclairées, c'est vite vu. Hein. Bon, l'éclairage public... Même avec la vitesse, on pourrait s'en sortir. On a tout le temps décrié ce problème ici. On a tout le temps crié que, bon... On en a crié, on en parle encore devant l'université. C'est dommage. C'est dommage que ce soit à un moment pareil, qu'on soit obligé de le faire. Que ce véhicule était stationné. Il est venu faire collision avec ce véhicule. Et la plupart du temps, c'est sur ce tronçon-là. Tout ce que nous faisons généralement comme critique en ce qui concerne l'éclairage public des voies, c'est toujours par rapport à ce tronçon-là. Oui. Donc, j'aurais aimé... Vous quittez Glodibé la nuit, c'est impossible presque. J'aurais aimé ne pas formuler de critiques, ne pas charger qui que ce soit, compte tenu de la situation, compte tenu du fait que c'est quelque chose de tragique qui est arrivé. Oui, mais c'est l'éclairage. On dit avec l'éclairage, on aurait pu éviter aussi ça. On est bien obligé. Ces choses-là arrivent aussi pour nous permettre de prendre des dispositions, de prendre conscience et d'améliorer les conditions. Donc, les chauffeurs de camions, on va finalement se répéter, les chauffeurs de camions, les petits panneaux, les petits panneaux pour signaliser votre présence, il ne faut pas les oublier. Dès que vous êtes en panne, il faut penser à ça à chaque fois, les mettre à bonne distance pour que celui qui vient de derrière sache que il y a un problème à ce niveau. La police également, il faut pouvoir faire ce travail-là. Commencer à conscientiser les gens, mettre des amendes. On ne gare pas à tel endroit, on gare plutôt à tel endroit. Il y a des parkings qui sont réservés aujourd'hui dans notre pays pour pour les gros porteurs. Il y a des endroits qui leur sont réservés spécifiquement à certaines heures. Donc pourquoi est-ce qu'on ne les respecte pas? Pourquoi est-ce que ce camion-là se trouvait à cet endroit-là? Ça, c'est des leçons également qu'il faut tirer. Et on a déjà dit le plus important. Ceux qui conduisent également les voitures, c'est le moment pour eux également de rester le plus prudent possible. Parce que c'est eux d'abord. La vitesse ne sert à rien. La vitesse diminue notre réactivité face au danger. Quand tu es en vitesse, et celui qui est content de faire de la vitesse et celui qui ne fait pas de la vitesse, ils n'ont pas le même temps de réactivité que face à face au danger, je veux dire. Celui qui roule lentement, il a tout le temps pour voir la chose, réagir, braquer, se remettre en condition pour pouvoir donc laisser passer celui qui vient devant. Mais quand tu viens à vive allure, aucun temps de réaction et finalement, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Donc, je rappelle une dernière fois mon adage, rien ne sert de courir, l'essentiel est de partir à point. Il faut partir au bon moment pour arriver là-bas au bon moment. Il faut toujours estimer les choses comme cela se doit. Il ne faut pas courir. Et ce n'est pas seulement aux autorités. C'est vrai que c'est parce que ce cas-là est arrivé aujourd'hui qu'on parle des CVA, des chauffeurs de véhicules administratifs. C'est parce que cela est arrivé qu'on parle aujourd'hui des autorités. Mais ça touche à nous tous à notre niveau, qui sommes tout le temps au volant ou donc sur nos motos. C'est à nous tous aussi que cela s'adresse. Parce que c'est comme Laurent l'a dit tout à l'heure, les personnes qui meurent, les citoyens lambda qui meurent sont beaucoup plus nombreux que les autorités qui trépassent dans ces conditions-là. On est d'accord? Donc, ça veut dire que c'est un problème qui parle à tout le monde. Voilà. Et moi, je reviens encore sur donc, le décès du ministre Chabé Kouaro. Je présente donc mes condoléances à toute sa famille. C'est vrai que l'occasion, on en profite pour parler de tout ça, mais ça reste quelque chose de tragique. Je n'aurais pas aimé accabler les gens ce matin par rapport au décès, parce qu'on aurait fait peut-être le débat une autre fois. Moi, personnellement, ça me gêne légèrement, mais bon, ce n'est pas un souci. On en profite pour en parler, mais je présente vraiment mes condoléances à toute la famille comment on appelle, du ministre Chabé Kouaro et au chef de l'État également, le chef de l'État qui là est en train de perdre un collaborateur. Et à tous les ministres du gouvernement, parce qu'ils se voient tout le temps, c'est les personnes les plus proches, c'est eux qui... Enfin, Roland disait que lui n'a pas dormi. J'imagine comment ceux-là se sont retrouvés hier nuit dans leur lit. Ils ont passé tous des nuits blanches, vous voyez. Et eux, ils seront plus touchés encore parce qu'eux, ils sont tout le temps confrontés à ce problème-là. Ils sont tout le temps sur la voie. Voilà. Un ministre n'est pas un ministre de Cotonou. Il est le ministre de Tchoumi également. Il est le ministre de Sakété. Donc, ils sont tout le temps
temps sur la voie, eux, ils sont confrontés, ils risquent chaque jour leur vie. Voilà, c'est pourquoi je disais finalement qu'il est tombé les armes à la main et j'espère que je crois fermement que la République lui sera reconnaissante et donc on va pouvoir l'honorer certainement au moment donc de ses funérailles. Absolument, Hugues-Hector Zogo. Voilà. Je vais rebondir. On va finir avec le sujet. Oui, je vais rebondir sur la réaction des patrons qui demandent aux chauffeurs d'aller vite. D'aller vite. C'est une période assez délicate, très difficile à gérer. Avant que je ne l'oublie, je vous avais dit qu'il y a un cadre également qui a fait un accident un peu avant à Chérigoué. C'était en 2024, vous savez qui? Un député, vous avez dit. Monsieur Luc Atropo. Vous avez oublié qu'il a fait un accident? Vrai, exactement. Le maire, Jean-Luc Atropo, a fait un accident avant à Chérigoué. C'est vrai, c'est vrai. Donc je disais que dès que le directeur ou en tout cas dès que l'autorité vous dit j'ai 10 minutes pour me rendre à tel endroit, c'est très difficile pour le chauffeur de pouvoir lui dire attention patron, il faut que je reste professionnel, ainsi de suite. Parce que le chauffeur en ce moment-là se dit c'est mon emploi qui est en jeu. Et ça, c'est souvent dans le privé. Et ces occasions doivent nous permettre d'inviter les autorités, d'inviter les directeurs à divers niveaux à revoir leur agenda. Rien ne vous oblige à mettre 2 activités de manière successive en un temps record. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre au moins 1 heure de marge, n'organisez pas ou ne programmez pas l'activité. Parce que si vous la programmez, par finir, vous serez obligé de mettre de la pression à votre chauffeur. Et lui, dès qu'il a la pression, il n'a forcément plus toutes ses facultés. Il veut satisfaire le patron. Il veut satisfaire le patron. Oui. Mais vous savez, Hector, c'est quelquefois compliqué pour eux aussi par rapport à l'agenda dont vous parlez. C'est la fonction qui finalement réclame cela aussi, qui les oblige à travailler, mais 24 heures sur 24 pratiquement. Moi, je vais vous dire, quand vous avez parlé tout à l'heure de Luc Atropo, moi je me souviens, j'ai interviewé Luc Atropo une fois dans des conditions, mais je l'ai trouvé tout simplement héroïque. Il partait quelque part, il devait quitter Cotonou. Et à une heure incroyable, il accepte l'interview à une heure incroyable. 6 heures du matin. Il n'avait pas le temps. On cherchait à la voir depuis tout ce temps-là. Et on a dû passer par des personnes qui lui étaient très proches et il a finalement accepté. Et à 6 heures du matin, il vous accorde une interview parce que c'est le seul moment où il peut accorder l'interview dans la journée. Il ne pouvait plus. Donc, c'est à 6 heures, alors qu'il partait quelque part. Il fait escale d'abord à Kassatou, il s'arrête, on fait l'interview en moins de 30-45 minutes et il reprend encore la voie et il repart. Donc leur agenda, quelquefois même, ça ne leur appartient pas à eux-mêmes. Leur agenda, quelquefois, ils ne le font même pas eux-mêmes. Des fois, c'est des choses qui leur tombent dessus et il doit être présent. Et comme je vous l'ai dit, le ministre de la République n'est pas le ministre seulement de Cotonou, de Porto Novo, mais il est le ministre également de Parakou, le ministre de Natitengu, le ministre de Boycon, d'Abomey Calavi, de Sakété et tous les autres. Donc ils sont tout le temps sur... Nous avons perdu là un ministre qui devrait se retrouver en activité ce matin. Il aurait quitté Cotonou, ou son équipe aurait quitté Cotonou depuis hier matin, qu'on ne se serait pas retrouvé peut-être dans ce scénario-là. Peut-être qu'hier matin, il y avait autre chose encore à faire. Oui, je vous comprends. Non, c'est pour dire qu'ils sont surchargés. Parce que vous avez dit qu'il y a un syndicat, membre du syndicat qui a dit qu'ils avaient rendez-vous avec lui hier matin, ils l'ont vu, ils ont échangé. Donc, c'est pas leur agenda, ils ne savent même pas. C'est-à-dire que... Moi, si on avait les moyens, bon, même si aussi les avions font accident, si on avait les moyens, c'est des hélicoptères carrément qu'il faut affréter à ces gens-là dans les cas d'urgence pour les déplacer. À mon propos, j'ai utilisé un mot, fatalité. La mort, c'est la fatalité. On ne peut rien contre. Quand ça frappe et c'est fini. On ne peut rien, on ne peut pas réparer, on ne peut rien faire. Oui, donc, ça arrive. On va prendre toujours des précautions. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des moyens pour avoir un hélicoptère et pour les cas d'urgence comme ça où le ministre a un calendrier chargé en journée. Si un accident va arriver avec un hélicoptère, ça va arriver. Oui, je suis d'accord, mais
je ne sais pas, vous Oui, comprenez ce que je dis? Je comprenais ce que je il travaille jusqu'à 18h, 19h, il monte dans l'hélicoptère qui va l'amener à Parakou, et puis on le dépose là-bas. Même dans les pays qui ont beaucoup de moyens. Je sais qu'il y a même des gens qui ont des hélicoptères qui ont fait accident. Il y a une star de, de basket, par exemple, Kobe Bryant, avec son avion, avec sa fille. Mais ça n'arrive pas souvent. Ça, c'est des cas rarissimes. Donc, je pense quand même que Dieu nous donne les moyens pour y arriver, quoi. Voilà. Parce que si on veut des résultats, il faut mettre les moyens. Vous voyez? Bon, tout cela que nous disons, peut-être, ça peut allumer la flamme au niveau des décideurs. Et pour ce serait très intéressant qu'au moins de notes circulaires sortent pour dire à nos chauffeurs, surtout ceux qui se retrouvent au niveau du cadre administratif, le kilométrage en termes de vitesse à ne pas excéder. Parce que c'est très important aujourd'hui que nous puissions nous retrouver avec des responsables politiques, des responsables administratifs qui occupent de hautes fonctions au niveau de la République et qu'on puisse préserver un peu leur vie par rapport à leur déplacement. Vous avez raison, Hugues Hector. Zogo, voilà, on va donc mettre un terme donc, à cette analyse qui a été essentiellement consacrée donc, à cette situation, au décès, à cet accident, aux accidents sur nos routes de façon globale. Les conseils ont été prodigués afin que ces cas n'arrivent encore concernant les chauffeurs, concernant l'excès de vitesse, concernant les stationnements anarchiques, mais également l'éclairage public. On va y revenir plus amplement dans le forum des rédactions de ce soir à 21h, qui également va revenir sur ce départ tragique d'un fils de la République, que l'âme du défunt repose en paix et que Allah l'accepte dans son royaume. Voilà ce qu'on va dire, mesdames, messieurs, merci.